Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je tenais d'abord à remercier le professeur Fethi Benslama pour son invitation fort sympathique et pour l'organisation de ces journées. Voilà, donc je vais vous proposer un petit exposé pendant à peu près 25-30 minutes sur la question de l'hybridité, qui est un sujet un peu exploratoire. Afin de penser autrement la question du terrorisme islamiste, je propose le concept d'hybride. Je pars du postulat que l'hybride est devenu la figure de l'hostilité dans le monde chaotique. Mon propos s'organisera en 3 temps. J'aborderai successivement les questions du profil des auteurs d'attentats, puis de l'aveuglement à cette problématique, et enfin celui du nouvel horizon stratégique qui nous permet justement de penser la question de l'hybridité. Commençons par le profil des auteurs. Un phénomène essentiel et aveuglant nous a, semble-t-il, échappé dans ce moment tragique des attentats islamistes entre 2012 et 2017 en France, et tout spécialement en 2015 et 2016. Nous n'avons pas su voir à temps que la matrice importante de ces actes criminels qualifiés de terroristes relevait à titre principal de la criminologie, puisque l'écrasante majorité de leurs auteurs sont issus du creuset de la délinquance et de la criminalité de droit commun, autrement dit, de l'univers de la prédation économique. Évidemment, il n'existe pas de profil unique, d'idéal type. Cependant, ce quasi-invariant questionne. Le facteur racaille, au sens où Karl Marx emploie ce concept dans la social-démocratie allemande, est omniprésent et ne peut pas être passé sous silence. Au demeurant, Karl Marx utilise aussi un autre concept assez utile ici, celui de Lumpenprolétariat. Et à la suite du philosophe et sociologue allemand, mais l'a-t-il lu ? Le chanteur de rap Medine, dont certaines chansons font nettement l'apologie du terrorisme islamiste, se définit lui-même avec pertinence comme un islamo-racaille. Alors, il n'est pas question ici de réduire la sociologie djihadiste violente au seul facteur de la criminalité et de la délinquance de droit commun, à un monisme explicatif un peu naïf, mais plutôt d'en caractériser, d'en repérer une caractéristique essentielle. Cette singularité sociologique est unique dans l'histoire de la violence politique en France, du moins de celle labellisée terrorisme. Si des délinquants et des criminels de droit commun se sont toujours greffés dans les groupes et dans les mouvances dites terroristes, ceux depuis le XIXe siècle, leur présence n'était que marginale et exceptionnelle. Ils ne constituaient pas la majorité des recrutés et des affidés. Les entités islamistes qui frappent l'Europe depuis la décennie 90, et singulièrement la France, puissent au contraire l'essentiel de leurs hommes de main, ceux passant in concreto à l'acte criminel, dans le vivier du monde criminel et délinquant de droit commun, donc a priori loin de la sphère politique. Les auteurs des attentats commis en France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre entre 2015 et 2017 proviennent presque tous du monde du gangstérisme. À l'origine, la grande majorité de ces terroristes sont donc originellement des criminels et des délinquants de droit commun. Leur nature profonde est prédatrice et non pas politique. Leurs éloquentes biographies révèlent un ancrage ancien dans des carrières de délinquance ou de banditisme, dans des routines de marginalité, dans un habitus d'anomie. Nous sommes en présence de gangsters ayant franchi le Rubicon de la politique et non pas de purs acteurs politiques usant de moyens illégaux pour défendre une cause. Les auteurs des attentats de janvier 2015 contre le journal Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes, comme ceux des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis, à une exception près, sont tous des délinquants de droit commun. Auparavant, souvenons-nous, les profils de petits voyous de Khaled Kelkal en 1995-96 qui agissaient au nom du GIA, le profil des membres du gang dit de Roubaix en 1996 qui étaient tous des vétérans du djihad en Bosnie, et plus encore de Mohamed Merah en 2012, furent annonciateurs et prédictifs de cette tendance profonde de la porosité entre banditisme et islamisme violent.
Un individu tel que Salim Ben Galen, alias Mohamed Al-Faransi, mort en 2017 dans une frappe occidentale en Syrie, acteur important de la scène djihadiste française, illustre parfaitement ce profil de droit commun basculant dans le terrorisme. Mentor de Chérif Kouachi au Yémen, il est ensuite un bourreau et un geôlier en Irak pour le compte de l'État islamique, participant par ailleurs à la préparation d'attentats contre la France. Or, avant son engagement au profit d'Al-Qaïda dans la péninsule islamique, puis de l'État islamique, Salim Ben Ghalem était en France un criminel de droit commun depuis le milieu des années 90, impliqué dans de multiples affaires de vol, de violence, de port d'armes et d'usage de stupéfiants, condamné en 2001 à 11 ans de prison pour meurtre et ensuite incarcéré de 2002 à 2008. Pour mémoire, et ça n'est évidemment qu'une illustration, je vais vous rappeler 5 épisodes récents symptomatiques de cette singularité criminologique. À Berlin, en décembre 2016, Anis Amri tue au moyen d'un camion lancé dans la foule 12 personnes et en blesse 56 autres. Il a un passé en Tunisie, en Italie et en Allemagne de petits délinquants, violents, voleurs, trafiquants et toxicomanes. À Paris, en avril 2017, Karim Chorfi tue sur les Champs-Élysées un policier avant d'être lui-même abattu. Il a un passé de vol, mais aussi de tentative d'homicide. À Marseille, le 1er octobre 2017, Ahmed Anachi assassine au couteau devant la gare Saint-Charles 2 jeunes filles au cri de Allah Akbar. Il est en situation irrégulière, vivant sous de multiples identités, connu pour des faits de droit commun auparavant en Italie, en France et en Tunisie. À Liège, en mai 2018, Benjamin Herman tue 3 personnes au couteau en pleine rue avant d'être abattu par la police. Islamiste radicalisé en prison, c'est un multirécidiviste connu pour des affaires de vol à main armée et de trafic de drogue. Enfin, ce sera mon dernier exemple, à Cologne, le 15 octobre 2018, le Syrien Abou Raja Mohamed lance un cocktail Molotov dans un établissement de restauration rapide, McDonald's, situé dans la gare marchande de la gare de Cologne. Une adolescente de 14 ans est légèrement blessée au pied et une autre est blessée par la fumée dégagée par l'engin incendiaire. L'auteur des faits prend ensuite la fuite, brandit une arme de poing, se rend dans une pharmacie, prend en otage une femme, s'enferme avec elle et il fixe sur l'otage 2 petites bonbonnes de gaz attachées entre elles. Se revendiquant de l'État islamique, il était connu des services de police pour divers délits depuis 2016. Vol à l'étalage, menaces, escroquerie, vol, faux, infraction à la législation sur les stupéfiants. Un constat proche s'impose lorsque l'on sort de la classification par le droit pénal, donc celle dite des terroristes, avec des catégories cette fois-ci plus sociologiques. D'une part, celle des combattants djihadistes, c'est-à-dire des individus ayant rejoint la zone de djihad syro-irakienne, et d'autre part, celle dite des radicalisés, c'est-à-dire des individus imprégnés de signes extérieurs de salafisme et fichés comme tels par l'État. Là encore, mais dans une moindre proportion, il est relevé une surreprésentation criminelle et délinquante de droit commun. C'est ainsi que le principal recruteur de combattants pour la zone syro-irakienne depuis la France, le niçois Omar Diaby, ayant eu auparavant une solide carrière de gangster, faite de vol à main armée, de tentatives d'homicide, ce qui l'a conduit en prison. Omar Diaby, d'ailleurs, dont l'hybridité dépasse le seul mélange d'idéologie et de gangstérisme, puisque par nombre de ses comportements, il ressemble beaucoup à un chef de secte prédateur sexuel. Au final, l'originalité de ces terroristes, entre guillemets, de ces djihadistes combattants étrangers, entre guillemets, et de ces radicalisés, entre guillemets, nous conduit à les qualifier de manière nouvelle et spécifique. Les mots révélant les choses, les mots faisant émerger le réel, il convient en effet de les désigner par un concept juste en rapport avec ce qu'ils sont réellement. Tous ces acteurs, en raison de leur profil mi-droit commun, mi-politique, méritent ainsi, me semble-t-il, le qualificatif d'hybride de la violence. Nous sommes en présence d'acteurs hybrides au sens où il n'est pas possible, en raison même de leur trajectoire personnelle et de l'ambiguïté ou de la complexité irréductible de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, de continuer à les caractériser de manière simpliste en les rangeant dans une catégorie classique.
Ce diagnostic différent nous sort à l'évidence d'une routine ou d'un confort intellectuel qui, de manière mécanique, conduit à des orientations, à des explications orientées vers l'idéologie ou le milieu social. Il n'est pas anodin, en effet, que la plus grande crise terroriste qu'ait subie la France métropolitaine de son histoire, donc en 2015-2016, ait eu pour origine des petits voyous, originellement plus habitués aux services de sécurité publique ou de police judiciaire qu'au monde de la sécurité nationale, en fait, des individus historiquement enracinés dans des vies de marginalité et d'anomie. D'une certaine manière, cette singularité sociologique devrait nous interroger sur le sens profond de ces crimes en série. Ne devrions-nous pas réviser notre diagnostic, faire un pas de côté afin d'interpréter ces attentats autant par l'histoire des banlieues françaises anomiques depuis les années 70, des violences urbaines et du développement de la délinquance de rue, que par la géopolitique syro-irakienne apparue en 2012 ? C'est une question. N'est-ce pas aussi l'histoire de la camorisation de nos banlieues que nous devrions questionner ? L'hybridation renvoie aussi à une réflexion sur les territoires où elle se produit. Il est d'usage, non sans raison, d'évoquer la prison comme incubateur. En effet, depuis les années 90, condamnés pour terrorisme et de droit commun se fréquentent en milieu carcéral. Les porosités se sont développées entre ces deux univers. Les premiers se sont acculturés au banditisme et les seconds se sont parfois radicalisés. Aujourd'hui, quelques 500 condamnés et prévenus pour faits de terrorisme cohabitent avec environ 1200 droits communs acquis à un islam salafiste. Il y a désormais une vraie centralité en milieu carcéral de la menace représentée par les détenus de droit commun radicalisés. Ces interactions ou cet aguerrissement croisé à l'idéologie et à la violence ne peuvent pas être sans conséquences. Nous ne sommes plus à l'abri ainsi de scénarios révélant des interactions entre l'intérieur et l'extérieur des prisons pour des préparations d'attentats autour de mini-groupes de droit commun radicalisés et ou de détenus pour faits de terrorisme visant ou l'administration pénitentiaire ou le monde extérieur. Au demeurant, la justice française traite déjà de dossiers de ce type. Par ailleurs, une fois sortis de prison, l'hybridation carcérale influencera forcément les trajectoires criminelles de ces individus. Ce diagnostic criminologique, aussi incontestable que largement minoré, présente un intérêt au-delà même d'une recherche sur les causes profondes. Le bon diagnostic fait, il peut conduire en effet à un travail affiné de détection. Le facteur délinquant, pris en compte à sa juste valeur, présente en effet un aspect prédictif. Il permet de resserrer les mailles du filet, ceux en direction des individus dont le risque de passage à l'acte est le plus probable. L'habitude de la violence et de la marginalité assumée constitue indubitablement un critère de détection pertinent à défaut d'être infaillible. Le critère délinquant est probablement plus solide que certaines considérations, me semble-t-il, un peu floues sur la radicalisation réelle ou perçue des individus. Concept présentant l'inconvénient de surestimer, je pense, le facteur idéologique au détriment d'autres considérations. Le questionnement criminologique, aussi inhabituel soit-il en matière de violence politique, semble au moins aussi intéressant que la recherche d'une explication centrée sur le fait religieux ou l'idéologie, qui conduit à une impasse, comme l'a montré le débat un peu formel opposant les tenants d'une radicalisation de la religion, d'une islamisation de la radicalité, ou encore d'une réaction identitaire à la domination coloniale et aux discriminations. Au demeurant, la lecture par l'hybridation ne ferme aucun autre champ explicatif et peut ainsi fort bien compléter ces grilles de lecture et aussi se combiner avec les causalités psychiques si évidentes chez nombre d'auteurs d'attentats dits islamistes. Ces fragilités psychologiques sont en effet évidentes chez nombre de ces auteurs, en particulier fréquentes chez les auteurs passant à l'acte de manière isolée. L'attentat au camion bélier de Nice le 14 juillet 2016, ayant fait 86 morts et 460 blessés, revendiqué par l'État islamique et à ce titre symptomatique. L'auteur, Mohamed Laouedj Boulel, était un petit délinquant, toxicomane, aux motivations politico-religieuses très incertaines et surtout au profil psychologique perturbé, puisqu'à l'adolescence, ses parents
en Tunisie, l'avait envoyé consulter un psychiatre. D'une manière générale, l'idéologie politico-religieuse n'explique que de manière imparfaite l'engagement djihadiste et terroriste. En se focalisant sur la religion, l'analyse du terrorisme islamiste provoque, me semble-t-il, des biais interprétatifs majeurs. Pour une grande partie des terroristes et des djihadistes se revendiquant de l'État islamique, l'idéologie salafiste constitue en effet moins un but qu'un moyen. Instrumental est un masque camouflant des motivations prédatrices, violence, argent, pouvoir, et parfois des désordres psychiques. Nous assistons à une islamisation-salafisation de la criminalité de droit commun. Le fait que l'on trouve une majorité de gangsters ne signifie pas que l'on soit en présence d'une islamisation de la radicalité, en l'occurrence criminelle, mais plutôt d'islamistes passant aisément à l'acte criminel en raison même de leur habitus de déviance et de violence. L'idéologie leur procure une justification et une motivation supplémentaires pour des passages à l'acte délinquants et criminels dont ils sont déshabitués. L'idéologie fonctionne moins comme un facteur déclencheur que comme un élément narratif, habillant, plus ou moins consciemment, une décision née de mœurs, de violence et de déviance, d'une vie d'anomie et de marginalité. L'origine du terrorisme et du djihadisme violent est moins à rechercher dans une idéologie, me semble-t-il, que dans un parcours criminel antérieur. Des jeunes violents mettent au service d'une cause leur capacité violente et déviante. L'idéologie n'est donc pas un marchepied vers la violence, mais plutôt un passage et une transition entre deux types de violence, d'abord prédatrice, puis ensuite politico-religieuse. Cependant, lorsqu'ils sont clairement identifiés par les analystes, comment ces passés criminels sont-ils en général interprétés ? L'explication dominante semble lénifiante et pour le moins empathique. L'engagement au sein de l'État islamique au nom de la salafia serait le signe d'une, je cite, « rédemption-purification », autrement dit la manifestation d'un rachat de péchés passés. L'ancien gangster de banlieue connaîtrait une transformation de son être profond par la redécouverte de Dieu. Il vivrait donc le passage d'un homme à l'autre. Ce commode récit de la rédemption est aussi brandi par la propagande de l'État islamique. Cette propagande crédite les combattants du djihad, les moudjahidines, d'un changement de nature. Le vieil homme souillé se transfigurerait en homme nouveau lavé de ses fautes passées. Deux individus se succéderaient, le gangster et pécheur, puis le croyant et combattant. La propagande de l'État islamique a su habilement utiliser ce péché des origines pour attirer de nouveaux combattants en Syrie. Ce récit blanchit évidemment avec désinvolture des individus dont on oublie volontairement ou involontairement le lourd passé criminel. Plus que d'une transformation et d'un rachat, l'adoption du discours salafiste permet en réalité à ces bandits islamistes de continuer impunément leurs pratiques prédatrices en toute bonne conscience. Nous ne sommes donc pas en présence d'une transfiguration, autrement dit d'une mutation révélant un changement de nature terrestre, mais plutôt d'un habile travestissement et d'une simple translation de comportements et de mœurs prédatrices. Ces voyous ne sont pas dans le changement, ils sont plutôt dans la continuité. Fondamentalement, leur manière d'être au monde ne varie pas. Ces Français ont ainsi recréé dans la zone syro-irakienne, sous le contrôle de l'État islamique, le biotope de leur banlieue et mœurs anomiques. À cette fin, la propagande de l'État islamique légitime les pires pratiques prédatrices, la violence armée, le viol, la polygamie, le racket, le pillage, par une lecture littéraliste et une réinterprétation intéressée du Coran et des paroles du prophète, des hadiths, citant abondamment, en les détournant, les concepts coraniques de ganima, c'est-à-dire de vol avec violence, et de itiab, c'est-à-dire de vol par ruse. L'opportune justification politico-religieuse permet de résoudre l'apparente contradiction entre mœurs délinquantes et engagement islamiste. L'habile propagande de l'État islamique sur Internet, qui a su adapter son discours à ses cibles des banlieues françaises, a consisté ainsi à tirer parti de cette sociologie délinquante. Elle a séduit et utilisé ces jeunes urbains déviants en valorisant
moins le rigorisme religieux que d'autres signes et symboles plus triviaux en congruence avec leurs mœurs de voyous. Ainsi, une vie héroïque faite de grosses voitures, d'armes, de femmes à volonté, de selfies, photos à l'appui, le tout dans une narration cinématographique toute hollywoodienne. Cette propagande a promis un univers de jouissance sans limite, un amusement sanguinaire, le confort matériel par la prédation et un pouvoir de vie et de mort. Ce discours séducteur a canalisé et récupéré une énergie prédatrice, des fragilités psychiques et aussi un savoir-faire criminel multiple. La technicité du vol, de la fabrication des faux documents, du maniement des armes, etc. Ainsi, comme l'a très bien résumé le slogan d'une affiche de propagande du British Islamic State en 2014, montrant un combattant armé d'une Kalachnikov, il était marqué sur l'affiche, je cite, « Sometimes people with the worst past create the best future ». L'habilité suprême de cette propagande a consisté aussi à valoriser ce passé délinquant au-delà du vague projet de rédemption individuelle, pour l'utiliser comme un outil de dissimulation de leur nouvel engagement au profit de l'islam salafiste. L'apparence de délinquants est encouragée afin d'endormir la vigilance des services de renseignement et antiterroristes. Au final, l'État islamique a mieux et plus rapidement su prendre conscience de la sociologie réelle d'une grande partie de ses recrues européennes que l'État n'a su le faire. L'hybridité ici décrite semblera moins étonnante si l'on admet que le salafisme militant et la délinquance d'habitude partagent de fait une même conception de la vie en société, la rupture. Comme vous le savez, le salafisme est une religiosité de la rupture d'avec la société telle qu'elle est, au sens du désaveu, bara, c'est-à-dire une religiosité de l'éloignement de ceux qui ne partagent pas leur foi. La carrière délinquante, si on y réfléchit bien, quant à elle, est le choix assumé d'une violation répétée des normes les plus symboliques et fondatrices de la vie sociale, en l'occurrence des lois pénales. Il y a ainsi moins d'étrangeté qu'on ne peut parfois l'imaginer à passer d'une forme de rupture à l'autre, d'un séparatisme social à un séparatisme idéologique, et en fait à les combiner. Le cas de l'attentat-suicide, qui est l'acmé du sacrifice politique, tel qu'il fut pratiqué par exemple en France le 13 novembre 2015, et de tous ces terroristes terminant en desperado face à la police, peut sembler en première analyse en contradiction avec l'origine délinquante de ses auteurs. Comment des individus au passé individualiste et prédateur pourraient-ils se sacrifier ainsi pour une cause autre que la leur ? Cette étrangeté disparaît pourtant quand on comprend combien l'entrée et l'enracinement dans nombre de carrières délinquantes et criminelles de droit commun ne sont pas exemptes de logique d'autodestruction. La criminologie comporte ainsi des enseignements à ce sujet tout à fait intéressants. L'hybridation dont il a été question jusqu'à présent relève d'une petite et d'une moyenne délinquance d'habitude et non d'une criminalité organisée au sens où des organisations criminelles se seraient compromises avec le monde de la violence politique. Cependant, cette nuance importante faite, il convient de rester prudent, ce pour deux raisons. D'abord, petite délinquance et grande criminalité ne vivent pas dans des univers étanches, mais se situent en réalité dans un certain continuum dont les contingences bureaucratiques et pénales rendent très mal compte. Ensuite, un certain nombre d'acteurs majeurs de la sphère islamiste violente européenne sont individuellement issus de la dite criminalité organisée. En France, on pourra citer des noms désormais connus de Salah Guemit, Merheddin Merabet, Clément Bord, Anis Bari ou Reda Cricket, qui sont tout à fait exemplaires de cette extraction de la criminalité organisée. Je vais prendre un exemple à l'étranger. En Espagne, le chef de la cellule terroriste des attentats de Barcelone et de Cambrils en août 2017, ayant fait 15 morts et 150 blessés, dont 35 Français, le nommé Abdelbaki Essati, était à la fois imam de la mosquée de Ripoll et trafiquant de cannabis connu. Une infraction pour laquelle il avait été condamné et emprisonné en Espagne,
Et Abdelbaki et Saty étaient aussi une relation ancienne des auteurs des attentats de mars 2004 à Madrid, qui avaient fait 200 morts, dont certains d'entre eux déjà étaient également des trafiquants de cannabis. Autre exemple, en Belgique, Khaled Zerkani, installé à Molenbeek-Saint-Jean, condamné en 2015 à 15 ans de prison pour avoir organisé la plus vaste filière de combattants islamiques vers la zone syro-irakienne, ainsi que 2 cellules clandestines à Verviers et à Bruxelles, était aussi auparavant un caïd à la tête d'un réseau national de voleurs et de cambrioleurs dont il prélevait quand même 20% du butin. Ce diagnostic de l'hybridation ne peut donc que nous inviter à penser différemment, me semble-t-il, les dynamiques profondes entre la délinquance de droit commun et l'idéologie ou la radicalisation. Cette hybridité entre délinquants et salafistes violents est relativement visible quand les mis en cause tombent sous le coup de la justice antiterroriste. L'effet de loupe de l'antiterrorisme permet de les discerner. En revanche, les hybrides dont les délits et les crimes relèvent de la justice ordinaire, de droit commun, sont moins perceptibles, noyés dans la masse des affaires. C'est ainsi que chaque semaine, des délinquants et des criminels de droit commun, connus aussi pour des faits dits de radicalisation, sont-ils arrêtés. Mais cette hybridité à dominante de droit commun demeure relativement invisible, alors qu'elle constitue un phénomène en soi important qui mériterait d'être étudié. Je vais prendre un exemple très récent. En octobre 2018, donc il y a quelques semaines, la police judiciaire démantèle à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, un gang criminel de 23 Tchétchènes dont l'activité consistait à racketter les sociétés de transport. Tout camion venant de l'Est de l'Europe devait payer une taxe aux gangsters pour accéder au port de Paris. Cet octroi criminel rapportait environ 200 000 € par mois. Et le refus de payer l'impôt criminel entraînait évidemment des représailles physiques. Or, parmi ces 23 gangsters issus de Tchétchénie, une proportion importante était fichée pour fait de radicalisation. Alors, cette affaire n'a probablement rien à voir avec du terrorisme, mais elle montre simplement que le profil dual d'un certain nombre de criminels de droit commun aujourd'hui est relativement prévalent. L'hybridation constitue un défi pour les autorités judiciaires qui, au quotidien, sont confrontées à cette incertitude des catégories, donc des qualifications pénales, et ces professionnels de la qualification pénale, donc les magistrats du parquet et de l'instruction, sont confrontés à une sorte de zone grise entre le droit commun et le terrorisme. Il n'est pas impossible que la violence hybride soit le mode par défaut d'un terrorisme résiduel pour l'avenir. Dernier exemple démontrant les difficultés de qualification de ces faits, désormais, que j'ai tiré de l'actualité des dernières semaines. Le 24 septembre 2018, des dégradations étaient commises à Grenoble par un individu dans l'église Saint-Jean. Les policiers grenoblois interpellaient l'auteur qui tentait d'incendier plusieurs bancs avec des cierges. Âgé de 45 ans, il est connu pour des infractions de droit commun et pour des faits de radicalisation. Il était trouvé porteur d'un Coran dans son sac. L'équilibre psychologique de l'individu a été immédiatement détecté comme problématique. La police judiciaire était saisie des investigations en droit commun. Dans un autre contexte, un tel cas aurait peut-être été traité au départ comme un fait de terrorisme. Nous avons donc été aveugles au profil si particulier des auteurs d'attentats et au profil des auteurs, des djihadistes ces dernières années. Pourquoi cet aveuglement ? L'aveuglement est notre pire ennemi quand il s'agit de porter un regard lucide sur le monde. Pourtant, me semble-t-il, la plupart du temps, la vérité s'étale sous nos yeux au grand jour. Elle n'est pas cachée, nous nous la cachons à nous-mêmes, éblouis que nous sommes par son évidence même. Telle est la leçon donnée par le Chevalier Dupin dans la lettre volée d'Alan Edgar Poe, une nouvelle qui avait été commentée par Jacques Lacan en 1955 dans un célèbre séminaire éponyme. Et lors de ce séminaire, le psychiatre et psychanalyste mettait en exergue, je cite, « l'imbécilité réaliste qui n'est pas d'essence individuelle ni corporative, mais de source subjective ». Le prétexte de l'énigme policière proposée par l'écrivain anglais dissimule une leçon de lucidité.
Plus une réalité est simple, claire et évidente, moins nous savons la voir. La clarté et l'éclat de la visibilité nous aveuglent. La lettre tant recherchée, souvenez-vous, par les policiers est sous leurs yeux en évidence. Pourtant, leur regard l'ignore car elle a simplement changé de forme extérieure, pliée sous forme d'enveloppe. Ce surcroît de visibilité a rendu la lettre invisible. La lettre se soustrait au regard, non de manière objective, mais de manière subjective. Que comprend-on au final? Que tout est regard. Il y a le regard qui voit et le regard qui ne voit pas. Une question trop simple ou trop évidente peut ainsi apparaître obscure à qui ne sait voir. L'aveuglement au monde a une origine intérieure. On est aveuglé car on veut bien s'aveugler. Et à la suite de Jacques Lacan, le philosophe Clément Rosset, qui vient de mourir, commentant cette même nouvelle, évoque l'invisibilité du visible, le fait que ce qui est le plus proche et le plus lointain est le caractère constitutionnellement impensable de la proximité. Dans Le réel et son double, Clément Rosset explique que rien n'est plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité et que notre tolérance au réel est conditionnelle et provisoire. Autrement dit, que le réel est toujours insupportable et aveuglant. Et d'une certaine manière, Clément Rosset inscrit sa réflexion dans la trace de Martin Heidegger qui a pu écrire que notre relation à ce qui nous est proche est depuis toujours émoussée et sans vigueur, car le chemin des choses proches pour nous autres hommes est de tout temps le plus long et pour cette raison le plus difficile. Mais vous me direz, tout ça est bien connu puisque ces réflexions sur l'aveuglement datent des philosophes grecs, de Parménide et même de la métaphysique d'Aristote. Et peut-être est-il même dans la nature de l'homme de ne voir que très tardivement, puisque tel est le sens de la célèbre remarque de Hegel, selon laquelle ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. J'en arrive maintenant à la troisième étape de mon propos. Cette hybridité que nous n'avons pas su voir à temps n'est pas une anomalie. Elle est plutôt le symptôme d'un nouveau contexte stratégique. L'hybridité de l'épisode terroriste islamiste des années 2015-2017 peut sembler singulier. En réalité, il est symptomatique d'un contexte nouveau qui le rend intelligible. Il n'est que l'illustration de bouleversements géopolitiques majeurs passés largement inaperçus. Quel est donc ce nouveau contexte expliquant l'hybridité? Au moment où s'achève le XXe siècle, on se rend compte que les qualificatifs et les labels peinent à définir la scène stratégique et géopolitique. Une réalité nouvelle, fluide, complexe et multidimensionnelle. Outre le mur de Berlin en 1989, le bloc de l'Est a pulvérisé en s'écroulant d'autres obstacles jadis infranchissables. Physiques, intellectuels, psychologiques, ces murs ont cédé, révélant de nouveaux acteurs, pour part politique, pour part criminelle. Jusqu'alors distinctes et séparées, des corps hétérogènes et inconciliables tels l'eau et l'huile, font désormais symbiose, voire fusionnent. Les acteurs dits politiques, terrorisme, guérilla, milices, mouvements de libération, et dits de droit commun, donc les bandes, les gangs, les cartels, le gangstérisme, qui hier vivaient séparés dans des espaces et dans des logiques séparées, donc ceux de la guerre froide, sont soudain précipités, au sens chimique du terme, sur la même scène violente et prédatrice. Nous assistons ainsi à un double mouvement de criminalisation des acteurs politiques violents et de politisation des acteurs criminels prédateurs. Autrement dit, pour utiliser une figure mythologique, la violence est devenue un Janus bifront. L'impensable est devenu possible. Provoqué par ce brutal changement d'écosystème, un phénomène de mutation a rapproché et parfois même a uni deux espèces hier étrangères l'une à l'autre, le brigand et le politique. Désormais, les entités dangereuses ne relèvent plus de catégories uniques, soit politiques, soit criminelles. Ce phénomène, donc, je l'ai qualifié d'hybridation. Ce qui jusque-là était séparé et distinct, donc, comme je l'ai dit, des corps hétérogènes et inconciliables, deviennent compatibles au point de fusionner et de devenir symbiotiques. Les entités dangereuses ne peuvent plus se ranger ainsi dans des catégories uniques, ou politiques ou criminelles. Un phénomène de mélange et de croisement s'est opéré entre le bandit et le politique violent.
Sous le poids d'un changement radical d'environnement, un phénomène de mutation génétique a provoqué le rapprochement et parfois donc la fusion de ces deux espèces, hier ignorantes l'une de l'autre. Ainsi, l'hybridation révèle au final des porosités de méthodes et d'objectifs entre les entités dites criminelles prédatrices et les entités dites politiques violentes. Comprenons bien que l'irrégularité et la violence prennent toujours les formes de leur époque. Elles reflètent un contexte stratégique dont elles ne sont que l'expression et le reflet. Que ce contexte stratégique change, voire mute, comme c'est le cas depuis la fin du XXe siècle, et cet irrégulier, gangster ou terroriste, change à son tour. Nous conservons en fait de l'irrégulier une représentation datée, celle du partisan, celui dont parle Carl Schmitt dans sa fameuse théorie du partisan. Or, l'irrégulier qui lui succède à la fin de la guerre froide demeure incompris. C'est un hybride. Je vais le dire autrement. Hier, sous l'empire de la guerre froide, les partisans et les bandits vivaient sur deux planètes radicalement différentes, au sein d'univers étanches. La distinction, et donc la frontière entre le bandit et le partisan, allait de soi, comportait une forme d'évidence. La guerre elle-même était une catégorie claire. La question du contexte est donc primordiale. Le monde d'après la chute du mur de Berlin est chaotique. On est très loin des annonces euphoriques de certaines institutions internationales ou de certains politologues qui annonçaient dès la fin des années 90 que la globalisation allait offrir un véritable âge d'or global au XXIe siècle où nous allions vivre la fin de l'histoire, pour reprendre la fameuse prédiction de Fukuyama. Nous sommes encore très loin de cet Éden. Désormais, ce qui règne, c'est le désordre. Et nous vivons dans un entre-deux, en attente de la définition d'un nouvel équilibre, d'un nouveau nomos de la Terre. Et faute d'un nouvel ordre international, la planète vit dans le chaos, qui est donc l'opposé du nomos. Dans la mythologie grecque, le chaos est la personnification du vide primordial, antérieur à la création du temps, où l'ordre n'avait pas encore été imposé aux éléments du monde. Depuis l'Antiquité grecque, et tout spécialement depuis Hésiode, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, le chaos est une réalité dynamique. C'est la figure de l'insondable, des origines, du béant, de l'abîme, de l'ouvert sans fond. C'est l'espace de l'orage dépourvu d'ordre et de loi. C'est la confusion, le mouvement perpétuel et changeant. C'est une attente d'une mise en ordre du monde et le chaos ouvre à la fois sur quelque chose et entre quelque chose. Ouverture et processus, activité constituante, s'il en est, le chaos n'est pas immédiatement visible ou compréhensible. Il se dissimule souvent à nous, habitués que nous sommes, aveugles même, par un classique phénomène de persistance rétinienne. Et en l'absence d'ordre mondial, le chaos affecte les territoires, les populations, mais aussi l'univers spirituel et intellectuel. La confusion ne règne donc pas seulement dans l'ordre des choses, mais également dans l'ordre des pensées. Dans ces périodes, le chaos est dans les faits, mais aussi dans les têtes. Les mots perdent leur sens, les concepts flottent et les catégories deviennent imprécises. Ainsi, le monde chaotique voit s'estomper toutes les lignes de démarcation claires du passé telles que nous les connaissions. De manière fondamentale, il n'y a plus consensus ni sur la caractérisation de ce qu'est la paix et la guerre, ni sur la définition de l'ennemi. Les définitions et les distinctions hier évidentes sont devenues floues, comme je le disais, entre la paix et la guerre, mais aussi entre le public et le privé, entre la police et l'armée, entre le terrorisme et le gangstérisme, entre le légal et l'illégal, entre le légitime et l'illégitime, etc. Le brouillard domine avec le sentiment que les frontières se brouillent et se mélangent. Dans la sphère de la violence, le chaos ne tient pas à un bouleversement quantitatif des désordres mondiaux. Il ne semble pas que le monde subisse plus de guerres et de violences politiques et sociales aujourd'hui. Il ne semble pas que notre monde compte plus de terroristes et de brigands que par le passé. Peut-être même moins. Il n'y a pas d'âge d'or. Le monde est donc chaotique en raison de changements non pas quantitatifs, mais, toujours difficile évidemment à mesurer, mais me semble-t-il en raison de changements qualitatifs. Et ce chaos, contexte du phénomène de l'hybridation qui nous occupe, explique comment et pourquoi nous vivons dans un monde à la fois post-westphalien et post-démocratique. Je n'insiste pas sur le caractère post-démocratique du monde contemporain, sujet qui nous entraînerait trop loin, mais
permettez-moi juste de rappeler ce que peut signifier au regard de l'histoire du droit international un ordre post-westphalien. Avant les traités de Westphalie, donc en 1648, la plupart des guerres étaient des guerres privées et s'apparentaient à ce qu'on appelait à l'époque du brigandage. Et il y avait donc une multitude de petites guerres privées qui relevaient du brigandage. Et c'est cela qui caractérise le Moyen-Âge sur le plan géostratégique. Avec l'affaiblissement de l'État, nous assistons au retour d'un brigandage d'un nouveau genre et donc de l'hostilité infra-étatique. D'une certaine manière, notre époque s'apparente à un retour de la féodalité. Et cette féodalisation du monde avait été la conséquence de la chute de l'Empire romain et avait engendré une multiplication d'affrontements entre souverainetés privées. Tant que nous n'aurons pas retrouvé un nouvel ordre mondial, que nous vivrons donc dans ce chaos, que les conflits non étatiques seront sur l'avant-scène, l'hybridation de la violence sera la norme. Nous pouvons nous montrer pessimistes, car la stabilisation d'un ordre, comme celui qui a été posé lors des traités de Westphalie en 1648, ne se retrouve pas facilement. Rappelons que le Moyen-Âge a duré plus de 1000 ans. Le diagnostic de l'hybridation bouleverse ainsi l'analyse de la scène stratégique violente et la caractérisation de l'ennemi, puisqu'il conduit à mettre en exergue les dynamiques prédatrices des violences contemporaines au détriment des motivations purement idéologiques, qu'elles soient politiques, religieuses, ethniques, identitaires, etc. De fait, les qualificatifs et labels peinent à dépeindre une réalité nouvelle, fluide et complexe. Penser l'hybridation exige un modèle explicatif, donc une forme de taxinomie, afin de clarifier ce phénomène complexe. Je propose ainsi un modèle autour de 4 figures de l'hybridation. Les 3 premières sont dynamiques et historiques, et je distingue ainsi 3 stades de l'hybridation à travers les processus de coopération, de convergence et de mutation, dont je vais vous passer les détails. Et puis il y a, me semble-t-il, dans ce modèle, une 4e figure plus statique, plus topographique, qui est celle de la cohabitation territoriale, de la cohabitation sur certains territoires d'acteurs hybrides ou d'acteurs politiques ou spécifiquement criminels. Je vous remercie de votre attention.